Julia Siger. Bonjour Julia. Elisabeth. Atteindre l'immortalité, c'est un tout autre sujet. Quoi qu'en sport, ça peut les intéresser un peu. Où trouver le véritable élixir de vie? Ça peut sembler pour certains un objectif trop beau pour être vrai, mais pas pour certains certains patrons de la Silicon Valley. La recherche médicale, effectivement, qui consiste à trouver des remèdes aux maladies et à prolonger la vie est une chose, mais aujourd'hui, certains veulent aller plus loin, éliminer la mort en tant que telle, en investissant notamment dans la recherche génétique et la longévité cellulaire. Julien, on en parle donc avec vous. Aujourd'hui, fini donc les crèmes et autres collagènes. Le nouveau remède miracle se trouve peut-être dans votre Apple Store avec des applications qui promettent aujourd'hui de ralentir, voire inverser le temps. Alors dites-nous tout parce que c'est assez Absolument, fascinant. exactement. Il existe plusieurs applications qui promettent cela, notamment l'application Humanity, qui se targue de pouvoir calculer votre rythme de vieillissement en vous donnant un score de vieillissement, donc tout simplement en vous disant à quelle vitesse votre corps est en train de vieillir, que ce soit par exemple les fonctions cognitives ou motrices. Et pour ce faire, vous allez devoir renseigner donc un questionnaire sur vos habitudes alimentaires, votre temps de sommeil, mais aussi votre consommation d'alcool, et pourquoi pas vous demander des accès aux résultats, à vos tests sanguins également. Et plus vous mangez sainement, plus vous bougez, évidemment, mieux votre score est, et ça se présente réellement comme un jeu. Alors les conseils peuvent paraître extrêmement génériques, mais en fait l'entreprise explique que c'est beaucoup plus personnalisé que cela. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce qu'ils ont utilisé un algorithme d'intelligence artificielle qui va en fait comparer chaque utilisateur de l'application à un groupe de personnes beaucoup plus importantes ayant les mêmes caractéristiques démographiques et le même style de vie, et ainsi ils vont pouvoir prédire par exemple quelle est la chance pour une personne de contracter un cancer ou une maladie cardiovasculaire ou de mourir jeune. Et c'est ce que l'on appelle, ça ouvre la voie en tout cas à ce que l'on appelle la médecine prédictive, c'est-à-dire essayer de prédire au maximum quelles sont vos chances au cours de votre vie de développer une pathologie ou une autre pour justement essayer de les prévenir tout au long de votre vie. Alors la médecine prédictive, justement, elle s'appuie sur ce que l'on appelle des biobanques. C'est quoi au juste ? Alors exactement, on en parle très rarement, ces biobanques, mais elles sont très importantes dans le monde de la santé. Quand elles sont partout d'ailleurs, dans les hôpitaux, quand vous faites un prélèvement, que ce soit une prise de sang ou autre, eh bien, tous ces échantillons vont être stockés, ces échantillons biologiques, et ça devient une énorme base de données pour la recherche scientifique, pour trouver notamment, par exemple, des marqueurs de certaines pathologies, pour mieux comprendre les maladies et pour mieux développer aussi des médicaments. Ça ouvre la voie, encore une fois, à la médecine prédictive, mais aussi à la médecine plus personnalisée. Alors, pour pouvoir justement aller dans cette voie, cette quête de la médecine plus personnalisée, des entreprises privées ont de plus en plus accès à ces biobanques qui, elles, sont publiques. Ce n'est pas le cas partout. Et donc, ils vont utiliser toutes ces données. Aux États-Unis, ainsi, vous pouvez, par exemple, quand vous avez accouché de votre bébé, faire des tests pour savoir quelles sont ses chances de développer une maladie. Alors, ça peut être intéressant si dans votre famille, vous avez des maladies génétiques, mais pour quelqu'un qui n'a pas forcément de facteur de risque, on ne comprend pas bien pourquoi vous voudriez vivre avec cette épée de Damoclès, parce qu'on sait, par exemple, qu'on a 50 à 100 gènes de maladies génétiques sans pour autant le développer un jour dans sa vie. Alors, pour éviter les maladies et prévenir aussi d'autres maladies, on sait qu'il y a d'autres techniques, vous la connaissez, les thérapies géniques, le CRISPR-Cas9, ce sont des ciseaux à ADN qui vous permettent en fait d'enlever des séquences dans votre génome indésirables ou porteurs de certaines maladies pour les remplacer avec de nouveaux morceaux d'ADN. Et pourquoi pas remplacer le gène qui est responsable du vieillissement. C'est ce qui est en train d'être fait par certains chercheurs, notamment en Asie. Alors on comprend bien ici que le but, évidemment, est d'essayer de prévenir les maladies, d'améliorer la vie des gens, mais jusqu'où doit-on pour essayer de prolonger la vie, pour essayer d'échapper à la mort, d'offrir pourquoi pas l'immortalité. Et à ce niveau-là, eh bien, certains patrons de la Silicon Valley ne s'en cachent pas. C'est le cas de Jeff Bezos. Il a créé une start-up qui s'appelle Altos Lab et qui, lui, s'intéresse à la médecine régénérative, le rajeunissement cellulaire. Alors je sais que ça fait beaucoup de termes tout ça, mais là l'idée est un petit peu différente, c'est qu'on s'est rendu compte qu'en ajoutant 4 différentes protéines, vous pouvez demander à une cellule de revenir à un état complètement primitif de cellule embryonnaire. C'est encore à l'étude, mais selon Jeff Bezos, ça permettrait d'augmenter de 50% l'espérance de vie en moyenne des personnes dans le monde occidental. Donc ça veut dire beaucoup plus vieux, de 50 ans, pas de 50%. Atteindre les 150 ans à peu près, quoi. Hein. C'est l'idée, on a compris. Alors Jeff Bezos, il n'est pas le seul. Beaucoup de grands patrons de la Silicon Valley souscrivent à cette notion, vous allez nous expliquer, du
transhumanisme? Alors là, on est plus sur un mouvement culturel et intellectuel qui arrive de la Silicon Valley, justement, et c'est cette idée que l'usage de la science, justement, et de toutes ces technologies va améliorer la condition humaine en augmentant notamment les capacités physiques et mentales. Et notamment, le but est vraiment d'essayer de ralentir le vieillissement, mais pourquoi pas aussi de se débarrasser complètement de la mort, qui pour certains de ces patrons de la Silicon Valley est un concept qu'ils ne comprennent pas. C'est le cas de Larry Page d'Alphabet, de Harry Ellison d'Oracle ou encore de Peter Thiel de Palantir. Donc Jeff Bezos n'est vraiment pas le seul. Ce n'est pas du tout éphémère. Cette quête de l'immortalité, elle peut donner lieu à des pratiques qui donnent froid dans le dos, c'est le cas de le dire. Oui, c'est le cas de le dire. Effectivement, vous faites référence à la cryogénie. On va congeler en fait ici des parties de son corps, voire le corps entier. Le but étant de renaître dans un futur où la science serait peut-être plus avancée pour essayer de nous ressusciter. Et c'est vraiment réel, là aussi, dans la banlieue de Phoenix. La fondation qui s'appelle Alcor est spécialisée dans la cryogénisation des corps. Vous allez le voir, des centaines de corps reposent dans des cylindres en métal, dans de l'azote liquide, à moins 196 degrés Celsius. Ils ont été vitrifiés, en fait, ces corps, et on les considère comme suspendus. Alors là, ça veut dire qu'en fait, dans cette entreprise, on ne les considère ni comme vivants, ni comme morts. Ils attendent tout simplement une époque plus clémente pour ressusciter. Il y a dans ces laboratoires... Et ce sont des personnes qui sont décédées, pardon. Ce sont bien des personnes qui sont décédées, mais ils considèrent que la mort n'est pas une fin en soi. Et donc, ils attendent qu'on les ressuscite, tout simplement. Il y a des humains, mais il y a aussi des chiens et des chats. Et ça coûte un prix assez exorbitant, $200 000 pour se faire cryogéniser. Alors évidemment, ça demeure une activité qui est très controversée. Hein, vous imaginez pourquoi. C'est illégal en France et dans de nombreux autres pays. La pratique est souvent accusée d'ailleurs de donner de faux espoirs, tout en soutirant évidemment des sommes exorbitantes à des personnes souvent vulnérables. Voilà, on a l'impression quand même d'être dans un film d'Hollywood, mais c'est très sérieux et très concret. Tout cela est très concret, malheureusement. Merci beaucoup, Julia Siguer, d'avoir été avec nous.